Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. On ne pensait pas être aussi nombreux ce matin. Donc, on est là pour vous parler des labels RSE au sein de la filière et notamment de notre expérience au niveau de la cave de l'Uni. Donc, rapidement déjà, en avant. Je me présente, Camille Berther, je suis associé coopérateur, donc viticulteur. Sur 7 hectares 70 en Mâcon-Luni principalement, Mâcon Village et Crémant de Bourgogne, sur la commune de Saint-Jean-Gou, installé depuis 2021, donc c'est assez récent. Et je suis membre du conseil d'administration au sein de la cave coopérative, ainsi que président du groupe jeune de la cave. Adèle Baldanvec, je suis responsable vignoble de la cave de l'Uni. Je m'occupe des certifications au vignoble, donc HVE, vigneron engagé, agriculture biologique. Je m'occupe également de l'organisation des vendanges et j'anime les différents groupes de travail avec les viticulteurs. Et donc Agathe Perségol, je suis chef de produit au sein du service marketing et communication de la cave de l'Uni et je suis également responsable RSE de la structure. Bon, rapidement, quelques chiffres sur la cave de l'Uni, quand même, savoir qui on est. Donc, on a 1240 hectares de vignes pour environ 200 coopérateurs sur 3 sites de production, Chardonnay, L'Uni et Saint-Jean-Gou-de-Cissé. En moyenne, sur les 10 dernières années, on a à peu près 80 000 hectolitres de production pour 6 à 6,5 millions de bouteilles. Donc le parcours de labellisation RSE de la cave de l'Uni, il remonte à il y a un peu plus de 20 ans. D'abord dans les années 90 avec la structuration du système qualité de la cave de l'Uni. Et c'est une première étape qui nous a permis ensuite d'aller développer une politique RSE avec peut-être un petit peu plus d'assurance. Donc dans les années 90 avec l'ISO 9001, dans les débuts des années 2000 avec l'ISO 14001, donc plutôt sur la partie environnementale. Et depuis 2012, on est certifié IFS et BRC pour toute la partie sécurité alimentaire. Et donc c'est en 2014 qu'on a été labellisé vigneron engagé. C'est un label RSE, mais vous verrez qu'il en existe plein d'autres. Et donc depuis 2019, lorsqu'on est labellisé vigneron engagé, on est également labellisé engagé RSE parce que le référentiel vigneron engagé s'est greffé à ce label engagé RSE qui est dépendant de l'AFNOR. Donc en 2019, on a été labellisé au niveau confirmé et en 2022 au niveau exemplaire. Et donc comme vous pouvez le voir dans notre parcours, cette politique RSE ne nous empêche pas aussi d'être certifiés sur des certifications environnementales comme agriculture biologique ou HVE. Et vous verrez que toutes ces certifications et ces labels sont souvent complémentaires et pas du tout opposés. La filière vin, comme toutes les autres filières, se demande comment préparer l'avenir au mieux et ça passe par plusieurs actions, notamment s'adapter au changement climatique. Ça passe par aussi préserver les sols, la ressource en eau et la biodiversité. Et la biodiversité, on peut la maintenir en maintenant ses habitats, notamment le bâti, les murgés en pierre sèche, les haies, les bosquets, et aussi en réduisant les intrants au vignoble. Sur le volet social, il y a aussi des grands enjeux qui sont de transmettre les exploitations et donc de maintenir les surfaces agricoles. Et ça passe également par trouver de la main-d'œuvre, qu'elle soit toute l'année ou saisonnière, et de faire cohabiter tout le monde, les riverains, pour le logement, pour le tourisme et aussi pour les surfaces agricoles. L'objectif aussi, c'est d'assurer un revenu cohérent pour tous les maillons de la chaîne, que ce soit pour les saisonniers ou pour les agriculteurs qui reprennent les exploitations. Et sur les enjeux économiques, on a divers éléments, l'utilisation du coup des ressources, l'énergie, donc savoir réduire ou raisonner nos utilisations d'énergie à la cave,
et au vignoble. La question de l'export du vin, c'est un consommateur d'énergie le plus important à la cave, mais il est indispensable pour maintenir l'économie, donc c'est une grande question pour nous. On veut aussi maintenir la localité et la stabilité de l'emploi, donc le problème de la main-d'œuvre, c'est également à la cave comme au vignoble. Un autre enjeu, c'est de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et de transmettre les savoir-faire tout en sensibilisant à la consommation d'alcool. Donc on a évoqué plusieurs fois le terme de RSE, on va quand même le définir rapidement. La RSE, c'est quoi ? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et faire de la RSE, finalement, c'est transposer les principes du développement durable à l'échelle de l'entreprise, à travers les 3 piliers fondamentaux, qui sont le respect de l'environnement, l'équité sociale et bien sûr la pérennité économique de la structure. Lorsqu'on parle des labels RSE, on parle souvent de jungle des labels, c'est un petit peu vrai. La plupart du temps, on pense d'abord aux labels environnementaux, qui sont l'agriculture biologique, HVE, Déméter sur la partie biodynamie. Mais il existe aussi donc des labels purement RSE. Vigneron engagé est un exemple et on vous en parlera parce que c'est celui bien sûr qu'on connaît le mieux. Mais il existe aussi Terra Vitis, dont le référentiel se rapproche un petit peu de celui de Vigneron engagé. Sur ce graphique, ça vous permet aussi de voir que tous ces labels ne s'opposent pas et peuvent même être complémentaires dans une démarche RSE et qualité au sens large. Vous avez des certifications qui sont davantage orientées sur l'amont. C'est le cas notamment d'AB ou encore de HVE. Vous avez des labels qui sont plutôt orientés sur l'aval. Je pense à Bicorp, par exemple, qui est de plus en plus, qu'on voit de plus en plus, qui commence vraiment à émerger dans le milieu viticole et qui est vraiment plutôt orienté sur la partie transformation et commercialisation. Vous avez IFSBRC, qui est plutôt là une certification qualité, sécurité alimentaire, mais qui vraiment s'oriente sur la partie transformation et commercialisation. Et Vigneron engagé, c'est l'un des choix pour lesquels on l'a choisi, est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval. Mais on voit qu'on peut très bien faire une démarche qui soit complémentaire avec tous ces labels. Il ne faut pas les opposer. Au contraire, je pense que chacun apporte un niveau d'exigence sur un moment de la chaîne de valeur. Donc quelques chiffres sur vignerons engagés. Globalement, c'est 6000 vignerons et salariés qui sont concernés, 4,2% de la surface du vignoble, 8 régions viticoles de France qui sont représentées pour à peu près quasiment 32 000 hectares. Et c'est surtout, je te laisse passer à la suite, c'est surtout un gros avantage, c'est que Vignerons engagés réunit non seulement des producteurs, mais également des partenaires. Donc vous pouvez voir, si vous regardez bien, Isagri, Naissance, Veralia, Bucher, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais le but, c'est aussi de travailler avec des fournisseurs habituels que tout le monde connaît et de pouvoir voir ce qui peut se faire en termes de RSE en complémentarité. L'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble pour répondre au mieux à des objectifs, comme on disait, environnementaux, sociaux et économiques. Et on a également les négociants et distributeurs qui sont présents dans les collèges. Voilà. Donc en résumé, Vigneron engagé, si on devait le définir en 5 points clés, c'est un cahier des charges RSE qui est vraiment propre à la filière viticole et qui établit son référentiel sur les 3 piliers du développement durable. C'est un engagement, comme on l'a vu, de la vigne au verre, donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est un cahier des charges qui est reconnu et qui est basé sur l'ISO 26000, qui est vraiment la norme internationale en termes de RSE. C'est une démarche qui est évaluée par l'AFNOR. Tous les 18 mois, on est évalué et on est évalué sur site. Et ça, c'est un détail qui est important parce que c'est ce qui fait aussi la différence entre les différents labels. L'évaluation se déroule en 2 ou 3 jours. L'évaluateur vient sur le sol de l'entreprise.
C'est pas comme certains labels comme EcoVadis par exemple. Je sais pas si certains d'entre vous ont passé le pas d'EcoVadis, qui est aussi très intéressant, hein, qui a souvent été choisi par vos fournisseurs peut-être, et qui par contre là est beaucoup plus documentaire et n'est pas forcément terrain. Et donc, comme l'a évoqué Camille, c'est un collectif d'envergure. Et ça, vraiment, c'est une force de travailler en collectif, de créer une émulation entre les différentes structures, les partenaires. Et on fait beaucoup d'échanges de bonnes pratiques. Et c'est très dynamisant pour chacun d'entre nous, pour tous les adhérents. Pourquoi se lancer dans un label RSE ou une démarche environnementale au-delà de l'envie et de la philosophie de votre entreprise? C'est aussi une attente des consommateurs. Selon l'étude Sowain de 2023, donc qui est plutôt récente, les consommateurs s'attachent de plus en plus aux labels environnementaux dans l'acte d'achat, et notamment les jeunes consommateurs. Et lorsqu'on étudie la notoriété des labels environnementaux, on s'aperçoit que le label AB est incontestable. C'est le label environnemental le plus connu des consommateurs. Vigneron engagé arrive en 2e position et HVE en 3e. On va vous passer une petite vidéo de présentation, c'est rapide, 1 minute 30, un truc comme ça, sur Vigneron engagé, et comme ça après on partira vraiment sur la cave de l'Uni, nous, comment on l'a mis en place chez nous. Attendez 1 minute, il faut qu'on vous raconte comment on en est arrivé là. Déjà, il faut dire qu'on aime les bonnes choses et qu'on est amoureux de nos terroirs. Du coup, on a eu envie de se battre pour les préserver. Et pour ça, on a créé le premier label de développement durable de la filière vin, et son nom coule de source. C'est Vignerons engagés. Ce label, c'est un super collectif qui réunit des vignerons, des vigneronnes et des salariés de cave investis dans une démarche RSE. Qu'est-ce que c'est la RSE ? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est tout simplement faire du développement durable dans son entreprise. Donc Vignerons engagés, c'est un label qui porte sur les 3 grands piliers du développement durable. L'engagement environnemental, le progrès social et le maintien économique. Autrement dit, quand vous dégustez un vin issu d'une entreprise labellisée Vigneron engagé, vous êtes sûr qu'il est conçu dans le respect de l'environnement, notamment parce qu'on minimise les traitements, les déchets, les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la production de nos vins, et qu'on fait notre maximum pour préserver la biodiversité dans nos vignobles. Vous pouvez être sûr que ce vin soutient son territoire en faisant travailler le tissu économique local, qu'il soutient ses vignerons en aidant les jeunes à s'installer et les salariés de la cave en s'assurant de leur bien-être. Et enfin, c'est un vin qu'on a voulu au prix juste, pour vous comme pour nous. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le dire, puisque notre label est contrôlé par AFNOR, un organisme indépendant et reconnu. Notre label est complet et équilibré. Son cahier des charges se base sur la norme ISO 26000, qui est reconnue dans 150 pays dans le monde. Les enjeux d'aujourd'hui et de demain ne cessent de nous questionner. Et il n'y a pas de solution miracle. Nous cherchons à nous améliorer sans cesse, à trouver le juste équilibre pour que de la première feuille de vigne à la mise en bouteille de nos vins, nous avancions dans la meilleure des directions. Voilà, comme ça permet de bien survoler Vigneron engagé. Maintenant, on va parler un petit peu au niveau de la cave de l'Uni. Comment c'est arrivé ? Alors, je peux en parler parce que à l'époque, j'étais pas encore à la cave, mais par contre, je travaillais à la chambre d'agriculture. Et j'ai travaillé justement, entre autres, à accompagner la cave pour leur proposer un peu les solutions qui existaient à l'époque. Et à l'époque, c'était en 2012. La cave souhaitait s'engager dans un label, mais ne savait pas trop sur quel pied danser. C'était un peu, on en parlait, hein, la jungle des labels tout à l'heure. Et donc j'avais fait un peu une étude comparative de 4 labels vignerons engagés, donc qui à l'époque étaient Vigneron Développement Durable, Agriconfiance, Terravitis et HVE, qui existait déjà à l'époque, qui n'était pas du tout connu ou reconnu par le grand public, mais qui existait déjà. Suite un peu à tout ça, on a été voir une cave qui était Agriconfiance, on a eu Terravitis qui est venu présenter à la cave leur labellisation, etc. Et suite à ça, donc il y avait eu deux
deux possibilités de retenue, hein, TerraVitis ou VDD, enfin vigneron engagé maintenant. Et ça a été voté en conseil d'administration. Ils ont décidé de partir sur vigneron engagé, notamment parce que ça allait vraiment effectivement sur la totalité de la filière. On prenait vraiment tout en compte. Donc on est labellisé depuis 2014. À l'époque, il y avait 6 ou 7 producteurs en France qui étaient labellisés vignerons engagés. C'est un label qui vient plutôt du sud de la France. Bon, quelles sont un peu les conséquences au quotidien dans la gestion d'une exploitation? Les conséquences, on en parlera après, mais c'est déjà d'avoir un diagnostic quand même sur l'exploitation. Et c'est surtout de la remise en question. Enfin, la remise en question, de la remise en question de comment je peux faire pour toujours m'améliorer. Alors la question, on se la pose souvent dans une exploitation. Mais là, on est obligé de se la poser et surtout, on est obligé on marque quand même bien sur le papier que oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Donc le but après, derrière, c'est de se dire comment on peut faire pour y arriver. Et donc ça nous permet de parler un petit peu du diagnostic vignoble. C'est-à-dire que quand on est vigneron engagé, eh bien, les associés coopérateurs doivent passer un diagnostic avec plus de 300 questions. Enfin, ça peut être assez long. On a l'avantage, comme on a une cave relativement grande, avec un service vignoble, etc., toute la traçabilité amont qui est déjà faite. Donc, il y a déjà une bonne partie des questions qui sont préparées en avance, ce qui fait qu'au lieu de nous, viticulteurs, y passer 3 heures, on y passe plutôt 1h30 à peu près avec les techniciens vignobles. C'est vraiment un diagnostic complet qui reprend toutes les faces d'une exploitation. Enfin, vous avez certainement un peu l'habitude de voir ce genre de diag, mais avec la partie salariale, la partie accueil des salariés, rémunération personnelle, temps personnel aussi. Hein. Il y a toute la partie nous en tant que viticulteurs, alors c'est bien, hein, la tête dans le cep, la tête dans le guidon, on y va, on fonce, mais il n'y a pas que la vigne dans la vie. Il y a aussi nous, notre famille, il y a plein de choses. Et ça le prend aussi en considération. Enfin, voilà, on le prend en compte. Est-ce qu'on arrive à se dégager suffisamment de temps pour notre famille, etc., etc. Voilà, c'est des questions qui nous sont posées. Et des fois, ça fait du bien de se les poser, ces questions, justement, pour se remettre un peu en question. Voilà globalement un peu le diagnostic. Et après, derrière ce diagnostic, forcément, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Exemple, pour moi, par exemple, sur la partie environnementale, dans mes actions à réaliser sous 5 ans, j'ai prévu la construction d'une cadole. Alors, ça peut prêter à sourire, mais c'est plus pour la partie pierre, déjà pour le patrimoine bâti, et aussi pour l'accueil forcément de la faune et de la flore qu'il peut y avoir autour de ces cadoles. Voilà. Alors, ce diagnostic vignoble, il est formé sur le même plan que l'évaluation qu'on a de l'AFNOR pour engager RSE, c'est-à-dire qu'on a des actions qu'on va planifier. Ensuite, on va les développer, les mettre en place, tester plusieurs solutions, contrôler pour voir si ces actions ont eu un bon effet et ajuster et corriger à la fin pour voir si pour avoir le résultat qu'on comptait avoir au départ. Donc, comme on l'a dit, l'évaluation pour engager RSE, c'est tous les 18 mois par un évaluateur. Donc, on a une fois sur 2 une évaluation de suivi et une fois sur 2 une évaluation de renouvellement. Donc, on vous a mis un exemple de tous les thèmes abordés lors d'une évaluation de suivi, donc qui dure 2 jours sur site avec l'évaluateur. Comme vous pouvez le constater, on aborde beaucoup de thèmes, la gouvernance, la partie RH, toutes les questions relatives aux consommateurs, les tendances de consommation, la relation client. Il y a un gros pôle, bien sûr, environnement et tout ce qui est outils industriels, investissement, finance.
Donc dans tous ces thèmes qui sont abordés, il faut retenir plusieurs choses. Tout d'abord, la gouvernance. C'est un pôle très important. Le directeur général de la structure ou le directeur d'exploitation, chef d'exploitation, est interrogé. Le but, c'est de montrer que notre stratégie RSE, elle s'intègre dans la stratégie globale de l'entreprise, que ce n'est pas une politique complètement déconnectée de la stratégie globale et qu'il y a bien une cohérence dans tout ça et que la direction est totalement impliquée dans cette stratégie. Sur la partie environnementale, vous pouvez voir qu'il y a une visite d'exploitation. Alors pour nous, en tant que cave coopérative, l'évaluateur se déplace sur une exploitation. Il change tous les 18 mois. Mais si vous êtes un domaine, vous aurez droit tous les 18 mois à la petite visite d'exploitation. Sur la partie RH, il y a une ligne qui est importante, c'est échange avec des parties prenantes internes et externes. Ça, c'est systématique. À chaque évaluation, les parties prenantes internes sont interrogées. Donc pour nous, c'est des salariés, des coopérateurs du conseil d'administration, ou pas d'ailleurs. Et il y a aussi des parties prenantes externes. Donc là, c'est très vaste. Vous pouvez voir vos fournisseurs interrogés, des clients, l'élu local, un partenaire. Et le but, c'est de montrer que notre stratégie RSE, elle est connue de nos parties prenantes externes, que nos actions sont connues et qu'on communique bien cette politique et qu'on essaye d'entraîner aussi nos parties prenantes avec nous. Donc, à titre indicatif, lors de 2 jours d'évaluation, chez nous, ce sont 16 salariés et 5 coopérateurs qui ont été interrogés. Et maintenant, comment se traduit la politique RSE au sein de la cave de l'Uni ? Donc, nous, on a décidé de travailler sur la politique RSE en collectif, parce que c'est notre ADN. Et on a créé de nombreux groupes pour y travailler tous ensemble, sur des sujets variés. On a notamment un groupe qui s'appelle la Commission Énergie, qui travaille sur tout ce qui est énergie à la cave, donc tout ce qui est réduction, action pour réduire les énergies, enfin réduire les consommations d'énergie. On a un groupe biodiversité qui a découlé un GI2E qui s'appelle GI2E Biodivigne. Cette année, on est d'ailleurs très fiers parce qu'on a gagné les félicitations du jury au trophée de l'agroécologie sur les actions de ce groupe qui vous sera présenté juste après par Camille. On a également un groupe technique pour étudier toutes les solutions techniques à la vigne qui permettent d'améliorer le travail soit physiquement, soit techniquement. On a également des groupes, le groupe rouge, le groupe blanc, qui permettent d'évoluer sur nos vins, nos qualités de vin et répondre aux attentes des consommateurs. On a aussi mis en place un comité de pilotage RSE qui, lui, est particulièrement dédié à la RSE et au cours duquel on fait de nombreux ateliers avec des salariés cadres, des salariés non cadres et des associés coopérateurs adhérents. On a donc une représentation de toute la cave dans ce comité et ça nous permet de travailler sur toutes sortes de sujets. Donc les thématiques qu'on a identifiées cette année et sur lesquelles on a envie de s'investir, c'est la réalisation d'un parcours de visite pour nos clients, la création d'une charte pour les conditions de travail des vendangeurs et travailler sur notre marque employeur pour pouvoir mieux recruter. On a des grands sujets de fond, mais on a aussi des petits sujets faciles à faire, on va dire, pour avoir des petites victoires, pour maintenir la motivation tout au long de l'année et pour que tout le monde continue à s'investir le plus possible. Notre objectif, c'est d'avoir des membres du comité de pilotage qui sont ambassadeurs donc, de la démarche et qui en parlent pour les viticulteurs à leurs amis viticulteurs et pour les salariés au sein de leur service. Pour compléter avant de partir sur la partie biodiversité, non, mais tu peux laisser. Pas de, vigneron engagé, c'est vraiment c'est une boîte à outils en fait.
ils nous mettent à disposition énormément d'outils pour pouvoir justement organiser au mieux tous ces groupes, ce comité de pilotage, etc. On a plein d'outils à disposition de la part de Vignerons Engagés. Et Vignerons Engagés, c'est aussi une grande rencontre. Quand on vous dit qu'aujourd'hui, on a tous les vignobles de France qui sont représentés, mais on n'est pas chacun dans notre coin. Il y a déjà des petites visioconférences, une par mois, je crois, quelque chose comme ça, sur différents thèmes, hein, que ce soit la cave, le vignoble, etc. Et tous les ans, il y a 2 jours de rencontres. Donc on se retrouve, cette année on était 250 personnes à se retrouver à un endroit en France. Alors cette année c'était Chassenay-d'Ars en Champagne. Et l'avantage c'est que ça permet de réunir tous les vignobles de France au même endroit. Et là, il y a énormément de discussions concrètes qui se font sur quelles sont vos problématiques, comment vous les réglez, voilà, ça permet de pouvoir vraiment avoir des discussions intéressantes autour de tables rondes aussi, voilà, de plein de choses, de plein de sujets différents. Donc voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir parler de ça aussi. Petite parenthèse terminée, donc au vignoble, du coup, donc au niveau du groupe biodiversité, on a mis en place, on a été instigateur de 3 choses, notamment d'un inventaire faune-flore qui a été réalisé par le SHNA, donc Société d'Histoire Naturelle d'Autun, la LPO et j'oublie le dernier. Et le MNHN, merci, Muséum National d'Histoire Naturelle. Qui ont prospecté les 1240 hectares à peu près, plus ou moins de manière plus ou moins importante en fonction des secteurs, et donc il en est ressorti quand même 417 espèces de végétaux différentes, 47 papillons différents, 32 orthoptères, 32 orthoptères, 8 reptiles et 75 oiseaux. Et c'est quand même une petite fierté au retour, quand on a fait le retour avec les professionnels qui ont fait l'inventaire, c'était quand même une petite fierté de s'entendre dire que finalement, la vigne, il y avait plus de diversité qu'on le pensait, et il y avait beaucoup plus de choses que ce qu'ils imaginaient trouver. En sachant qu'on n'a pas, il y a des choses qu'on n'a pas faites, les chauves-souris, les mammifères, etc. On s'est pas attardé là-dessus. On a un sentier de balade, d'interprétation avec 9 panneaux de présentation sur la vie du sol, sur la biodiversité dans les vignes, etc., sur nos terroirs aussi, qui traverse 3 communes, donc Luny, Bissy et Cruzy, si je ne m'abuse. Il y a eu bien sûr de la plantation de haies qui a été faite en partenariat avec l'accompagnement technique de la Chambre d'agriculture. Donc 800 mètres de haies qui ont été plantés pour 17 essences sur une 8aine d'exploitation. Personnellement, j'ai planté 120 mètres de haies. Et on a beaucoup bossé sur les couverts végétaux, chose qui est assez bien connue sur de la vigne large, mais qui est moins utilisée, en tout cas sur de la vigne étroite ou de la vigne semi-étroite, on va dire. Parce que nous on est planté à 1m30, 1m40 à peu près dans le secteur. Et donc voilà, en gros on a quelques exploitations sur le Mâconnais qui en faisaient déjà, mais ça restait tout. Et donc nous on voulait aussi se lancer dans le sujet. Donc on a acheté un semoir de chez Kiwi Agronomie, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on a acheté en Cuma bien sûr, et qui nous a permis de semer à peu près 16 hectares de couverts végétaux. Alors c'est principalement des essais qu'on fait en interne au niveau de la cave. On essaye des mélanges, on essaye des densités, pour voir un peu ce que ça donne concrètement sur le terrain. Moi j'ai 2 hectares à peu près là, de semis de couverts pour ma part, en mélange févrole, trèfle, seigle. Et voilà, le but c'est vraiment d'essayer d'avancer sur le sujet en partenariat. Toujours pareil, on travaille aussi un peu avec la Chambre d'agriculture parce qu'eux avaient déjà travaillé dessus, donc ça permet de donner déjà des grandes directions. Mais entre travailler sur 10 ou 15 arts et travailler sur une exploitation, forcément les résultats peuvent différer un peu. Donc ça permet de voir en grandeur nature ce que ça peut donner.
Et on a plein de projets à venir, parce que bon, ça c'est ce qu'on a fait, mais c'est aussi ce qu'on va faire. Et là, on sera sur... dernièrement, là, on s'oriente sur la restauration du patrimoine bâti. Donc les cadoles, les murets, les murgés, etc. Et sur aussi la mise en place de nichoirs, alors soit pour oiseaux, soit pour chauves-souris également, pouvoir réhabiliter des habitats, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le moyen de ramener de la biodiversité, c'est d'avoir des habitats variés. Et on va également, parce qu'on parle couverts végétaux, mais on se rend compte qu'il y a une chose qu'on ne connaît pas du tout, qu'on maîtrise mal, alors qu'on devrait le maîtriser au mieux, parce que c'est quand même notre support de travail, c'est la vie des sols, le sol. Voilà. Donc on va faire intervenir plusieurs techniciens, enfin plusieurs personnes référentes sur le sol pour qu'on puisse s'améliorer un peu dans tout ça. Voilà. Nos actions RSE, elles se déclinent aussi en production sur notre chaîne d'embouteillage, où on a investi récemment dans des robots pour réduire la pénibilité au travail. Le but, c'est de gagner en productivité, bien sûr, mais surtout d'améliorer les conditions de travail de nos opérateurs. Donc là, c'est un robot en boxeur. Il permet surtout de déléguer à ce robot le port de charges lourdes qui étaient avant assurées par des opérateurs, où on avait des risques de blessures, des risques de casse. Ça nous permet, nous, de fiabiliser notre process et aussi de faire monter nos salariés en compétences sur de la programmation, sur la robotique. Et ça nous permet d'éviter une contrainte de taille qui est de trouver des intérimaires sur des tâches qui sont pénibles et qui sont souvent délaissées par les opérateurs. Un autre exemple, alors là plutôt sur la partie je dirais commercial marketing, le concept, c'est la création d'une gamme réalisée par des jeunes vignerons. Le constat, il est simple, en cave coopérative, le nerf de la guerre, c'est de maintenir ses surfaces, c'est de maintenir ses exploitants, et donc c'est de séduire la jeune génération. Cette jeune génération, elle a étudié, elle a fait on a beaucoup qui ont fait des BTS Viti-Œno, qui ont envie aussi de toucher à la partie vinification, œnologie. Et donc nous, on a voulu répondre à leurs aspirations en créant cette gamme, un homme, un vin. Et vous voyez, il y a 7 vignerons. On aurait bien voulu des femmes, mais elles n'étaient pas très chaudes, donc bon, on n'a que des hommes. Ça changera peut-être. Et on leur a permis de bénéficier de la structure, de nos compétences pour créer leur propre cuvée. Et donc, ils ont créé leur assemblage avec l'œnologue, ils ont créé leurs étiquettes avec le service marketing, ils ont assisté à l'impression de leurs étiquettes, ils ont fait des shootings photos, ils ont répondu à la presse, ils ont joué les commerciaux auprès de professionnels ou dans nos caveaux de vente. Voilà, ils ont vraiment fait le métier de A à Z avec notre aide. Et ce projet, il est très intéressant parce qu'il nous permet à nous d'avoir une gamme de produits complémentaires de notre gamme actuelle, des produits un peu plus atypiques, et il permet de faire monter tout le monde en compétences, aussi bien salariés que vignerons, parce qu'on va sur des projets peut-être un peu plus originaux sur lesquels on ne serait pas forcément allé au vu de notre positionnement marketing. Et il permet surtout à chacun de connaître les contraintes métiers des autres. Et ça, on l'a vu, ça nous a vraiment permis, en termes de communication interne, d'évoluer et de se rapprocher de cette jeune génération qui est l'avenir pour nous de la cave de l'Uni. Voilà, on aurait pu vous présenter plein d'autres actions, mais bon, il a fallu faire quelques sélections. En tout cas, on vous remercie pour votre attention et voilà, la parole est à vous. N'hésitez pas à nous poser des questions, peut-être à nous partager aussi vos réflexions sur votre politique RSE, sur vos envies, vos réflexions du moment. Bonjour, merci déjà pour votre travail. Je suis Philippe Guillaume, formateur en œnologie au CFPPA de Davaillé. J'avais une question sur le groupe énergie que vous avez constitué à la cave à l'Uni.
Sur quoi vous travaillez exactement? Est-ce que c'est sur du matériel? Est-ce que c'est sur de la réduction globale, sur des itinéraires techniques? Est-ce que c'est... Voilà, j'aurais voulu savoir si vous aviez quelques infos. Merci. On n'a pas de chance, il n'y a personne du groupe énergie là. Mais non, globalement, les retours qu'on s'en fait. Alors, pour l'instant, c'est relativement centré cave déjà, enfin sur la cave en elle-même. Donc forcément réduction de la consommation électrique et réduction des intrants globalement. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Oui, et aujourd'hui, on travaille surtout sur de l'audit énergétique. Alors bon, il y a plein de types d'audits énergétiques, mais là, l'idée pour nous, c'est de poser des balises sur les différentes machines de la chaîne pour voir un petit peu quelles sont nos consommations et pouvoir mettre en place des actions. Aujourd'hui, il nous manque ces données de base, ce point initial avec des chiffres pour pouvoir voir vraiment les postes d'émission qui sont les plus importants et sur lesquels on peut mener des actions. Mais après, le but, ça va aussi être d'aller sur l'exploitation. Voir ce qui peut être fait au niveau de l'exploitation, en consommation de carburant, en consommation d'électricité aussi, parce qu'on en consomme également, nous, sur l'exploitation. Voir quel levier on va pouvoir essayer d'activer aussi pour réduire au maximum notre consommation d'énergie au global. On sait que la consommation la plus verte, c'est celle qu'on ne fait pas. C'est toujours la même chose. Si on ne fait pas, c'est toujours mieux que quand on fait. Et donc le but, ça va vraiment être de travailler aussi là-dessus sur au moins déjà voir ce qui est obligatoire de ce qu'on fait, mais on pourrait peut-être le faire autrement. Et aussi derrière, peut-être qu'aujourd'hui, on a des machines qui effectivement sont peut-être plus légères, avec des plus petites motorisations, avec et qui permettent de faire le même travail, mais en consommant moins au global. Bonjour, merci pour cette présentation. Raphaël, moi je suis indépendant en consultant en stratégie d'entreprise. Ma question, elle est, est-ce que vous mesurez les attentes de vos parties prenantes sur ce label RSE? Et si on va un peu plus loin, est-ce que vous pensez qu'à terme, il y a une réglementation qui va s'appliquer, qui va obliger à devoir reporter sur toutes ces dimensions, tel que ça peut être le cas dans d'autres secteurs? Donc mesure des parties prenantes et réglementation. Merci. Donc oui, un des gros points du référentiel, c'est l'attente des parties prenantes, quel que soit le domaine. Alors ça, je dirais que c'est presque... Ça relève même de la stratégie d'entreprise. Nous, ce qu'on nous demande, ce que l'évaluation engagée RSE nous demande, c'est vraiment de quantifier toutes ces attentes. C'est parfois... je pense qu'honnêtement, c'est le plus difficile à faire. C'est le plus difficile à faire, notamment sur la partie client, attente des consommateurs, où finalement on essaye d'interroger les enseignes. On travaille notamment avec la grande distribution, donc ça c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place, de quantifier. Mais oui, ça fait partie du reporting extra-financier. Il faut qu'on interroge nos parties prenantes et il faut qu'on évalue notre niveau de dialogue avec elles. On est capable, nous, d'identifier les parties prenantes un peu critiques. On parle de parties prenantes critiques, c'est celles qui peuvent le plus impacter notre activité. Donc ça, on est capable de le faire. Et maintenant, on doit travailler sur le niveau de dialogue qu'on a avec elles. Je complète en disant qu'aujourd'hui, tous nos plans d'action sont créés de la manière où on relie chaque action à une attente de parties prenantes quand on le peut, pour bien relier de manière claire et précise pourquoi on fait cette action et à quelles questions on répond. Pour compléter, dans les attentes de la CSRD,
le dialogue et l'écoute des parties prenantes est clé. Hein. De toute façon, ce sera une obligation. Alors pour nous, pas tout de suite. Hein. On est une petite entreprise, donc on va être sauvé pendant un petit moment. Mais par contre, oui, les gros groupes le sont déjà et ont déjà des obligations en termes d'attente de parties prenantes. Bonjour, Victor, Souffles-les-Vignes. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une réelle démarche RSE au niveau du packaging sur la cave de l'Uni et comment elle se déroule? Merci. Alors oui, parce qu'on est obligé de se pencher clairement sur le packaging qui a l'impact carbone notamment le plus important sur toute la filière. Alors nous, on est en bouteille allégée depuis plus de 20 ans. Donc quand on nous parle d'allègement des bouteilles, on se dit qu'il y a donc des gens qui ont 20 ans de retard. Donc ça, c'est un fait. Après, on travaille sur... Alors, je dirais qu'on a des packagings de base qui sont pas si mal en termes d'éco-conception, dans la mesure où on est en bouteille allégée et que l'essentiel de nos bouteilles sont en étiquette traditionnelle. On n'est pas en adhésif, sauf on fait du crément de Bourgogne. Et on sait que voilà, pour la tenue au seau à glace, l'adhésif est en général meilleur. On a développé il y a quelques années maintenant une cuvée éco-conçue. Alors on commence tous comme ça, on commence par une cuvée, on teste, et puis après on se dit qu'il faudrait développer sur toute la gamme, et c'est là où des fois c'est un peu plus compliqué. Mais sur cette cuvée éco-conçue, on a supprimé la capsule. Alors ça a été un débat chez nous, ça a été plus un débat en interne qu'en externe au final, parce qu'on s'attendait à avoir des remarques des clients sur la suppression de cette capsule. Rien du tout, aucune remarque. Donc finalement on se dit que voilà, elle est peut-être pas vraiment nécessaire. Voilà. Après, en termes d'éco-conception, on met quand même un bémol dans la mesure où aujourd'hui, nous, on a développé toute notre chaîne d'embouteillage pour des bouteilles allégées. On a fait tous les investissements nécessaires pour des bouteilles à 395 grammes. Et au final, avec les futures attentes de la loi AGEC, et notamment la réutilisation des bouteilles, on sait qu'on va devoir repasser à des bouteilles plus lourdes, aux environs de 500 grammes. Et donc nous, ça veut dire des nouveaux investissements pour coller aux attentes de la loi AGEC. Donc l'éco-conception, je pense que c'est aussi une affaire de consommateurs, c'est-à-dire que si on ne sensibilise pas nos consommateurs, ce sera un coup d'épée dans l'eau, parce que passer sur des bouteilles plus lourdes, si le consommateur ne fait pas l'effort de ramener sa bouteille, c'est un impact carbone qui est absolument désastreux. Donc voilà, à nous aussi, acteurs de la filière, de sensibiliser nos consommateurs et de les amener petit à petit vers ces nouveaux gestes de tri. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Du coup, pour aller dans ce sens-là, est-ce qu'il faut du coup garder les bouteilles allégées pour l'export et le reste pour la France ? Alors déjà, la loi AGEC, c'est une loi qui est franco-française, donc elle s'applique que sur les produits qui sont vendus sur le marché France. Donc déjà, je pense qu'on va se concentrer sur le marché France. Et effectivement, à l'export, alors moi, j'ose imaginer que cette loi AGEC, un jour, peut-être, dans quelques années, elle sera étendue au niveau européen, et on pourra imaginer que la récupération des bouteilles pourra se faire à l'échelle européenne. Après, pour le grand export, oui, je pense qu'à l'heure actuelle, mieux vaut rester sur de la bouteille allégée. Et pour déconstruire une idée, on entend souvent qu'on ne peut pas faire de bouteilles allégées sur le grand export. Ça fait 20 ans qu'on exporte dans des bouteilles allégées au grand export, et il n'y a pas de souci. Bonjour, merci de la présentation. Simon Moulieras de la société Green Shield. Moi, j'ai une question sur le volet environnemental. Je voudrais savoir si vous pouvez nous en dire plus sur les métriques d'évaluation, s'il y a des métriques d'évaluation, si elles se recoupent un peu avec les labels existants environnementaux ou si c'est complètement différent, ou est-ce que ça va plus loin. Voilà.
Sur le diagnostic vignoble ? Oui. Alors, on a effectivement pour chaque volet, on a un certain nombre de points. C'est 1000 points par volet, si je dis pas de bêtises, mais c'est ça. Donc, en fonction de ce que les viticulteurs mettent en place ou pas, ils gagnent plus ou moins de points. Donc, on a vraiment, comme on a dit, 300 questions, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et après, par rapport à... ça se recoupe, par exemple, avec HVE. Sur une grande partie, après on n'a pas tout à fait le même fonctionnement, parce que HVE c'est un audit, donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Vigneron engagé, c'est un label, donc on est sur l'amélioration continue, donc on est sur il faudrait faire ça pour gagner plus de points, donc c'est là que le plan d'action intervient, et où du coup on demande aux viticulteurs de mettre en place un certain nombre de choses et pour pouvoir aller plus loin dans sa démarche. Et donc tous les 5 ans on repasse pour vérifier si c'est fait et aller plus loin, toujours plus loin. Voilà. Mais globalement, oui, on est sur les mêmes... toute la partie environnementale reprend en gros ce qu'on retrouve dans les autres démarches. Voilà. Merci.